Pendant des siècles, ce tableau est resté à l'abri des regards, car on l'avait tout bonnement oublié. Les chefs-d'œuvre de Sandro Botticelli ont dormi pendant des centaines d'années dans les dépôts de la Galerie des Offices à Florence. Parmi eux, La naissance de Vénus, qui est aujourd'hui l'un des tableaux les plus célèbres au monde. Mais quelle histoire se cache derrière la Vénus et son peintre? Florence, capitale de la Toscane, là où Sandro Botticelli vécut il y a 5 siècles. L'illustre peintre du Quattrocento repose en l'église Ognissanti. Des admirateurs viennent du monde entier pour se recueillir sur son tombeau. Devant la chapelle funéraire, une petite boîte est destinée à recueillir les nombreuses lettres d'amour adressées au maître de la Renaissance. Dans cette boîte, nous recueillons tous les témoignages d'affection adressés à Botticelli. Comme vous voyez, il y en a dans toutes les langues, chinois, japonais, français, et étonnamment aussi en grec. On a également des messages qui viennent de pays africains ou musulmans. Tous rendent hommage à ce grand artiste et célèbrent la beauté de l'art. La naissance de Vénus est un des fleurons de la Galerie des Offices. Ce tableau représente un tournant dans l'histoire de l'art européen. Il marque le retour du nu féminin, grandeur nature dans les arts plastiques, après 1000 ans d'absence. Botticelli puise dans la mythologie grecque une source d'inspiration majeure. Il a trouvé cette représentation dans des recueils de littérature antique qui étaient des références. Bien sûr, Botticelli ne savait pas lire ces textes. Il n'avait reçu qu'un enseignement primaire et n'était donc pas en mesure de lire le grec ni le latin. Mais parmi ses commanditaires, il y avait certainement des humanistes qui l'ont aiguillé dans cette direction. Ils lui ont demandé de peindre tel ou tel personnage en le mettant en valeur. À l'évidence, il maîtrisait très bien son sujet, car cette toile, de par sa conception même, a fait sensation. Elle était sans précédent. Dans la naissance de Vénus, chaque détail est significatif. Par exemple, les fleurs entourant les personnages symbolisent l'heure du printemps, l'une des déesses des saisons. Sur la gauche du tableau, on reconnaît le dieu Zéphyr, dont le souffle porte Vénus sur les flots de la mer. Bien qu'elle soit nommée la naissance de Vénus, la toile représente plutôt l'arrivée de la déesse sur les rives de Chypre, telle que l'avaient décrite les poètes de l'Antiquité. Tous les éléments ont une signification allégorique. Vénus, ou Aphrodite, la déesse de l'amour, apporte à la terre une vie foisonnante. Sur le rivage, les roseaux symbolisent la fertilité. Botticelli ne s'est appuyé sur aucun modèle pour peindre cette légende mythologique. C'est ce qui fait, au fond, la qualité du tableau. Il marque le début de sa carrière en tant que peintre des plus célèbres de la Renaissance. En 1940, la Vénus de Botticelli entame son premier voyage autour du monde. Et c'est au Musée d'art moderne de New York qu'elle sera présentée aux côtés d'autres chefs-d'œuvre.
L'exposition est un véritable coup de maître et une instrumentalisation politique. En effet, peu après le début de la Seconde Guerre mondiale, le dictateur Benito Mussolini s'en sert comme objet de propagande pour affirmer le prestige de l'Italie en tant que nation culturelle. L'exposition de 1940 sur les maîtres de la Renaissance reste à ce jour une exception, le MoMA étant par essence entièrement dédié à l'art contemporain. Michelle Eligotte, directrice des archives du MoMA, a rassemblé les documents liés à l'événement. L'exposition a battu tous les records. Le MoMA a connu à ce moment la plus grande affluence de son histoire. Elle a eu un tel succès que pour la première fois, le musée est resté ouvert jusqu'à 22 heures tous les soirs de la semaine pour accueillir tout le public. Des gardiens montaient la garde en permanence dans les galeries en montrant ostensiblement leurs armes pour veiller sur les œuvres d'art, qui étaient également protégées par des vitres blindées. Le tableau fait l'objet d'une mise en scène théâtrale. Grâce à un éclairage particulier et à l'installation de rideaux, le célèbre nu féminin est parfaitement mis en valeur. Greta Garbo a le privilège d'admirer la déesse de l'amour lors d'une visite privée savamment orchestrée par les médias. Le gouvernement italien ayant clairement fait savoir que ce chef-d'œuvre de la Renaissance ne sortirait plus d'Italie après l'exposition, le musée profite pleinement de l'occasion, tandis que la guerre éclate en Europe. Le Royaume d'Italie, qui parrainait l'exposition, a proposé d'attribuer une distinction à Nelson Rockefeller, le directeur du MoMA à l'époque, ainsi qu'à Alfred Barr, le tout premier directeur. Dans les archives, il y a une lettre d'Alfred Barr adressée à Nelson Rockefeller, lui disant « Je suis d'accord avec vous pour refuser. Nous ne pouvons pas accepter une distinction du gouvernement italien, car cela reviendrait à soutenir ce système politique et l'idéologie qu'il véhicule. Nos valeurs sont en totale contradiction avec les siennes. » Aujourd'hui encore, il arrive que la Vénus de Botticelli serve de support à l'action politique. Si la déesse du printemps aux côtés de Vénus était représentée portant la burqa, quelle serait la réaction de l'opinion publique ? À Berlin, la rédaction du magazine politique Cicéro a récemment sorti une couverture qui a suscité de vives réactions. Ce qui est inédit, c'est que la femme qui s'apprête à couvrir la Vénus d'un voile porte elle-même la burqa et incarne donc l'idéologie associée à ce vêtement. Cette couverture a vu le jour en réaction à l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Mais pourquoi avoir choisi la Vénus de Botticelli ? Vénus symbolise notre monde occidental. Elle représente notamment notre relation à la nudité. De ce point de vue, Botticelli était en avance sur son temps. En tout cas, c'est le message qu'on a voulu faire passer. L'autre monde est incarné par le personnage féminin à la droite de Vénus, que nous avons modifié pour aller dans le sens de notre message. Cette femme essaie d'imposer ses valeurs en voulant recouvrir Vénus d'une burqa. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Aujourd'hui, le monde entier se presse autour des déesses audacieuses de Botticelli, peintes il y a 500 ans. Mais que sait-on au juste de Sandro Botticelli ? Né en 1445 à Ognissanti, le quartier des artisans de Florence, il est le cadet d'une fratrie de 4 garçons. Il grandit dans une famille modeste. Son père est tanneur. Le surnom de Botticelli, qui signifie « petit tonneau », a d'abord été donné à son frère aîné, avant de lui être attribué. Son vrai nom est Alessandro di Mariano di Vanni Filippeppi.
À 13 ans, il effectue un apprentissage dans un atelier d'orfèvrerie pour gagner en dextérité. À 16 ans, il apprend la peinture à l'atelier de Filippo Lippi, l'artiste florentin le plus célèbre de son temps. À 25 ans, il ouvre son propre atelier dans la Via del Porcellana, une rue qui semble ne pas avoir changé depuis cette époque. Carlo Chitti y exerce son activité d'encadreur. Je crois que c'est là qu'il avait son atelier. En florentin, on dit bottega. Là, au coin de la rue, dans cette cantonata. Encore un mot florentin. C'est le résultat d'une enquête menée par le cadastre sur l'urbanisme à Florence au XVe siècle. Bien sûr, cet édifice a été transformé au cours du temps. Mais il semble bien qu'il se trouvait à cet endroit. L'ouverture d'un atelier d'artiste impliquait toutes sortes de démarches administratives. L'artiste devait louer des locaux et s'affilier à une guilde, par exemple celle de Saint-Luc. Autrefois, les artistes étaient organisés en corporation et versaient une cotisation. En tant que personnes juridiques, ils étaient assez bien répertoriés, d'autant qu'ils payaient aussi des impôts. Florence était réputée pour son système fiscal, très simple, transparent et efficace. On sait que dès le premier quart du XVe siècle, la population florentine disposait déjà d'un système fiscal juste et équitable, pour que les gens paient des impôts et que la ville ait de l'argent. Au XVe siècle, l'origine sociale était déterminante. Les gens de milieux modestes ne pouvaient pas progresser facilement sur l'échelle sociale. Botticelli était un artiste artisan qui a réalisé une incroyable ascension sociale grâce à sa carrière. Quand un peintre avait atteint un certain niveau, il avait la possibilité de gagner un peu plus d'argent et d'accéder à la reconnaissance de la classe dirigeante, à savoir l'aristocratie, représentée à Florence par les Médicis. C'est ce qui s'est passé pour Botticelli. La Galerie des Offices abrite un ensemble de ses dessins, tous de grande valeur, issus de la collection d'art des Médicis. Très sensibles à la lumière, ils sont conservés comme des trésors. Ils apportent un témoignage unique sur la technique de travail de Botticelli. Notre fond de dessin de Botticelli n'est pas très vaste, mais extrêmement intéressant, dans la mesure où il nous vient d'un passé très lointain et provient sans doute en partie de la collection de Laurent de Médicis. C'est très émouvant pour nous. Nous avons ici des esquisses préparatoires à de futurs tableaux, ainsi que des dessins de modèles, lesquels étaient destinés à étudier certaines poses qui servaient par la suite pour différentes œuvres d'art. La ligne de Botticelli est très particulière, subtile et ciselée. Son dessin est très construit, tout en étant extrêmement mélodique. D'une certaine manière, la ligne est tellement amoureuse d'elle-même, tellement enthousiasmée par sa propre élégance, qu'elle en devient presque une mélodie pure. C'est là que réside notamment le secret de l'élégance de ses études préparatoires. Botticelli réalise ses dessins sur un papier teinté de rose. Sur le fond coloré qui fait d'emblée ressortir les volumes, l'artiste ajoute des rehauts de blanc de céruse qui font apparaître les personnages en relief, comme nimbés de lumière.
Si on essaie de regarder au-delà de la façade brillante de ces œuvres raffinées, on peut deviner toutes les inquiétudes et les tensions de l'époque à laquelle vivait Botticelli. Une époque profondément tourmentée. À Florence, berceau de la Renaissance, la bourgeoisie s'est émancipée et accroît son pouvoir, sa richesse et son prestige à la fin du XVe siècle. La ville acquiert alors le statut de capitale d'Europe. C'est la grande époque des découvreurs, des érudits, des artistes et des mécènes. Les Médicis, implantés depuis longtemps à Florence, en sont les maîtres. Après avoir fait fortune grâce au commerce du textile, ils créent la Banque des Médicis, une institution financière qui jette les bases du système bancaire moderne. Avides de pouvoir et sans scrupules, ils éliminent tous leurs opposants, y compris les membres de leur propre famille. Botticelli va se retrouver au cœur de cette lutte de pouvoir lorsque Laurent le Magnifique, l'un des Médicis les plus influents, découvre le talent du jeune peintre. Laurent le Magnifique, qui régnait sur Florence, a choisi Botticelli comme peintre des Médicis. Pour l'artiste, c'était clairement la garantie de faire carrière. Très tôt, il reçoit la commande pour l'adoration des mages. Les trois rois mages y sont représentés sous les traits de membres de la famille Médicis, tandis que d'autres personnages qui observent la scène sont des proches de la famille. Botticelli a peint son autoportrait sur la droite du tableau, comme pour dire « Je fais partie de ce cercle ». Il s'est représenté regardant le spectateur avec fierté. C'est une posture qu'on ne prend pas à moins d'être tout à fait conscient d'avoir réussi, entre guillemets. L'édifice somptueux du palais Médicis-Riccardi donne une idée de la vie que menaient les Médicis à la Renaissance. Botticelli restera le peintre attitré de la famille pendant 2 décennies. Il entretient une relation particulière avec Simonetta Vespucci, la maîtresse de Julien de Médicis, le frère de Laurent. La jeune femme, réputée pour être la plus belle de Florence, sert de modèle à Botticelli. Il réalise un portrait d'elle magnifiant sa beauté et sa vertu. La fausse tresse ornée de perles que porte Simonetta révèle ses origines. Cet accessoire féminin porte le nom de vespaio, littéralement nid de guêpe. Or, les guêpes figurent sur les armes des Vespucci. L'église Onnissanti, où est inhumé Sandro Botticelli, accueille aussi le tombeau de Simonetta Vespucci. Décédée en 1476 d'une tuberculose, elle n'avait que 23 ans. Sa mort prématurée alimente le culte que lui voue le grand public. Regardez la simplicité de cette sépulture. C'est ici qu'est enterrée la femme qui a servi de modèle à plusieurs œuvres de Botticelli. Il n'a pu réaliser ses œuvres que parce qu'elle lui a donné l'inspiration et la joie qui transparaît dans sa peinture. La réputation de la jeune beauté originaire de Florence a même traversé l'Atlantique. À New York, elle est connue de longue date. L'artiste Michael Joaquin Gray vit à Meatpacking District, un quartier branché de Manhattan. Il a mis au point un logiciel permettant de modifier à souhait les traits du visage de Simonetta Vespucci. J'ai grandi à Hollywood.
Enfant, je passais mon temps dans les arrière-cours des studios Universal et je faisais les poubelles chez Hanna-Barbera pour récupérer des dessins animés et les regarder. Les scénarios des dessins animés sont spectaculaires, car les personnages peuvent mourir et revenir à la vie en un clin d'œil. Ils tombent d'une falaise et une seconde après, ils sont à nouveau vivants. Donc, quand je transforme une création de la Renaissance en personnage grotesque, pour moi, c'est normal. On peut tout faire à partir du visage humain. Le visage déformé de Simonetta Vespucci n'est pas sans rappeler le style de Picasso. Au fil des siècles, de nombreux artistes ont réinterprété à leur manière le visage idéal de la jeune femme. Je comprends que c'était une beauté idéalisée à l'époque. Il est intéressant de voir qu'au fil du temps, notre lecture de cet idéal a changé. Les artistes actuels sont fascinés par les canons de la Renaissance. En s'inspirant des maîtres anciens, ils valorisent leurs propres œuvres. Cindy Sherman se transforme en beauté de la Renaissance. David Lechatel réinvente la naissance de Vénus. Lady Gaga s'insère dans l'œuvre originale grâce à Photoshop. Sans oublier Marge Simpson. La Vénus devient une icône de la culture pop. Elle est également omniprésente dans la publicité. L'agence parisienne Josiane a mené une étude montrant qu'elle est utilisée dans le cadre de stratégies commerciales très variées. L'art donne une certaine hauteur à la marque et à ses prises de parole. L'art, c'est au-dessus de tout, c'est au-dessus de la société. Il y a aussi une forme d'intemporalité. Et c'est ce qu'on cherche aussi avec la publicité. Les bonnes publicités sont intemporelles, sont clairement dans l'air du temps, mais l'idée en elle-même est intemporelle. Et l'art donne une certaine hauteur et vient flatter d'un côté la marque et de l'autre côté le consommateur en faisant appel à sa culture, etc. Donc après, certaines marques vont utiliser l'art parce qu'elles ont besoin d'une certaine hauteur, donc plutôt les marques de luxe, dans la mode, la cosmétique. Beaucoup de ces marques utilisent des égéries. Celle-ci, elle a vraiment quelque chose d'intemporel, quoi. Tu vois, c'est les chefs-d'œuvre de la Renaissance. Voilà. Voyons les deux, l'une après l'autre. Il y avait une autre pub un petit peu ancienne, qui a déjà quelques temps, c'était Julia Roberts, encore elle, qui, pour le café Lavazza, qui campait la Vénus. En Botticelli. Ouais. Bon, c'est très mauvais, publicitairement. Ouais. Mais Julia Roberts, déjà, jouait l'égérie. No, signorina, non ci siamo, il sorriso è troppo spento. Non vi pare? Maestro, vada a prendere a modo mio. Eccola. C'est très mauvais, hein. Là, c'est vraiment la publicité avec égérie sans idée. Ouais. Donc sans intérêt. Mais il y a deux symboles dans cette publicité. Il y a le symbole Julia Roberts, qui est une égérie, qui est une star internationale et qui fait vendre. Et puis, tu as aussi l'association à cette image de la Vénus, voilà, qui aussi fait vendre. La Vénus de Botticelli, encore une fois, voilà, ça reste une image de la féminité qui reste juste, mais qui n'est pas forcément l'image type de la féminité par société. Voilà. Mais c'est une image qui continue à avoir du sens. Et au-delà de la nudité. La nudité, ça fait vendre, d'accord ? Bon, alors après, évidemment, elle est plus légitime quand on parle de lingerie ou de soins corporels. Encore une fois, on prend l'œuvre, la Vénus de Botticelli, telle qu'elle est, et simplement, on va rajouter, alors là, on vient la cliner parce que c'est un vieux tableau, voilà, on laisse entendre qu'il est un petit peu poussiéreux, puisque c'était fait avec les codes de l'époque, les zones blanches sont plus complètement blanches, et donc, du coup, Monsieur Propre produit le nettoyage pour s'adresser à la ménagère de base, tu vois, peut-être à ma mère, qui n'a jamais vu l'œuvre en vrai, probablement, mais qui, bon, quelque part, elle sait ce que, voilà, elle la connaît, sans savoir, mais elle la connaît, et quelque part, on vient lui montrer que, voilà, l'usage du produit, ça lave super bien, voilà, ça dépoussière les choses. L'artiste parisienne Orlan s'intéresse également à la Vénus de Botticelli. Pionnière du body art,
Elle expose ses œuvres dans les musées du monde entier. Orlan a fait réaliser sur elle-même une série d'opérations chirurgicales destinées non pas à embellir son visage, mais à le réinventer. Elle utilise son corps comme matière première de son art. Elle s'inspire de motifs de l'histoire de l'art pour ses créations. En 1975, elle se met en scène sous les traits de Vénus. Ce qui est vraiment très intéressant et aussi qui peut porter à discussion, à controverse, c'est que c'est un tableau fantastique, mais qui est traité d'une manière extrêmement, on pourrait dire, plate, froide et extrêmement dessinée. C'est graphique, très appuyé. La première œuvre que j'ai faite est une œuvre qui s'appelle Striptease occasionnel à travers les draps de mon trousseau. Et effectivement, je commence par un personnage qui ressemble à une sainte, à une madone, et qui a des plis très, 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 très beaux. Dans cette œuvre, je me déshabille petit à petit, les drapés deviennent des hardes, et tout à coup tombent à mes pieds et forment une espèce de chrysalide dont on ne sait pas quel corps va naître. Mais il y a, avant cette chrysalide, tout à coup une référence à l'histoire de l'art et une référence à la Vénus de Botticelli, mais que j'ai appelé tout à fait autrement. J'ai appelé ça « Naissance d'Orlan sans coquille », parce qu'effectivement, il n'y a pas la coquille, voilà. Qui est vraiment une référence pour la Renaissance. Le fait d'enlever la coquille, d'enlever aussi les cheveux, qui jouent tout un rôle de séduction, permet aussi de dire complètement autre chose et autrement du corps et de la nudité. Ce qui est terrible, c'est qu'il pose encore des problèmes et que même à l'heure actuelle, montrer un corps, et en plus un corps qui ne fait pas le geste pudique de cacher le sexe, est vraiment toujours aussi tabou. Ça m'étonne toujours. C'est très étrange. Donc, en fait, je pense que de toute manière, travailler sur le corps, c'est toujours effectivement mélanger le privé et le social, et que le corps est toujours politique. On le voit encore maintenant, il y a encore plein d'expositions qui peuvent être tout à coup fermées ou très controversées, parce qu'effectivement, il y a de la nudité. La Villa di Castello, près de Florence, appartenait autrefois aux Médicis. On raconte que Botticelli a reçu une commande pour un tableau destiné à cette maison de campagne. Là encore, Simonetta Vespucci a été sa source d'inspiration. Il s'agit du célèbre Primavera, le printemps. Botticelli représente les plantes qui lui sont familières. Dans le même temps, il idéalise la nature. Les herbes, les fleurs sont peintes avec une précision remarquable, comme si on les observait au microscope. Les botanistes ont littéralement pu identifier chaque fleur et chaque feuille. C'est sans doute une référence à l'Arcadie et ses paysages idylliques, une sorte d'utopie paradisiaque, une renaissance de l'Antiquité. Sur la droite du tableau, on reconnaît Zéphyr, le dieu du vent, agrippant la nymphe Chloris, laquelle se transforme en déesse du printemps, Flore. Au centre s'élève le personnage de Vénus. Elle désigne de la main les trois grâces, qui symbolisent la volupté, la chasteté et l'amour. Ce tableau est-il une commande pour un cadeau de mariage? Ou est-ce une apologie de la ville de Florence par le biais de la déesse Flore? Le printemps demeure encore énigmatique. Paris est devenu la deuxième patrie de l'artiste Youssef Nabil. Originaire du Caire, il est devenu célèbre sur la scène artistique internationale en réalisant des portraits d'actrices dans le style des films égyptiens des années 20. Son histoire personnelle l'a amené à entretenir un lien particulier avec la Renaissance. Dans son autoportrait avec Botticelli, il s'est mis en scène endormi devant le printemps.
L'histoire derrière l'autoportrait avec Botticelli, c'est une histoire très personnelle pour moi parce que c'était la première œuvre d'art que j'ai jamais connue de ma vie. On avait chez nous à la maison une reproduction de l'œuvre de la Primavera de Botticelli, encadrée. Et mes parents, ils ont décidé de mettre ça dans ma chambre. Alors c'était un truc, un grand tableau dans ma chambre. Je n'étais pas très content. Et puis après, je me suis rendu compte que voilà, c'était un peu trop kitsch pour faire ça. Mais on parle des années 70, alors ça va. Et pour dire que c'était la première image que je voyais quand je me réveille et la dernière que je voyais avant de dormir. J'ai vécu avec l'image de l'œuvre sans savoir que c'est Botticelli, sans savoir l'histoire, sans rien savoir pendant des années que j'ai vu ça tous les jours. Plus tard, je me suis intéressé à savoir qui a fait cette œuvre. En 2009, j'avais vraiment l'envie de visiter l'œuvre à Florence, alors je suis allé pour voir le musée Uffizi, voir la vraie Primavera de Botticelli. Et après, j'ai écrit au musée. J'ai dit, voilà, c'est mon histoire, que j'aimerais bien faire un autoportrait, encore une fois, en dormant devant la vraie Primavera de Botticelli. Ils ont tout de suite accepté, mais il fallait retourner encore une fois pour faire l'autoportrait. Et on a fait ça un lundi matin, à 7 h du matin, quand le musée fermait publiquement. Il y avait autour de moi 15 personnes, de la sécurité et tout, mais c'était vraiment un moment fort pour moi de revivre cet instant, de ce moment, et de dormir encore une fois devant le vrai tableau Primavera de Botticelli. On retrouve des traces de Botticelli dans les lieux les plus inattendus. À l'emplacement de l'actuel Reichstag de Berlin, s'élevait au milieu du XIXe siècle le palais du comte Radziński. Cet aristocrate fortuné possédait une vaste collection d'art, dont les tableaux de Botticelli étaient les fleurons. Aujourd'hui, ils sont exposés à la Gemäldegalerie de Berlin. Ce musée conserve, avec la Galerie des Offices de Florence, les œuvres majeures du peintre. On peut même y admirer une Vénus. Le doute subsiste quant à savoir si elle a été peinte de la main du maître. Le fond noir suggère qu'elle serait l'œuvre d'assistants de Botticelli. Ce portrait représente Julien de Médicis, mort assassiné. Ses yeux fermés indiquent qu'il était déjà décédé lorsque Botticelli l'a peint. Ce n'est pas un hasard si on a choisi ces toiles de Botticelli. Elles n'ont pas été choisies juste comme ça, en sachant qu'il y avait déjà des œuvres du peintre dans la collection. Il y a un intérêt marqué pour Botticelli, c'est évident. Surtout quand on sait que, peu avant l'ouverture du musée, un historien de l'art est allé de nouveau à Florence pour faire l'acquisition d'œuvres complémentaires pour le nouveau musée. À cette occasion, il a acheté 2 autres tableaux du maître. Cela montre qu'il y a un réel engouement pour ces œuvres. Parmi elles, il y a le retable de Bardi, l'une des pièces maîtresses de notre collection. En 1485, le riche marchand florentin Giovanni d'Agnolo de Bardi commande la peinture d'un retable. Botticelli est pressenti pour la réaliser. Giovanni d'Agnolo de Bardi a l'intention d'exposer le retable dans la future chapelle familiale de la basilique Santo Spirito de Florence. Il note dans son livre de comptes les frais liés à cette commande. Mercredi 3 août. Dans la chapelle de Santo Spirito, j'ai payé Botticelli suivant sa facture, à savoir 2 florins pour le bleu outre-mer, 38 florins pour l'or et la préparation du panneau en bois, et 35 florins pour son pinceau. Par pinceau, il faut comprendre travail. Botticelli a donc reçu 35 florins pour son travail, ce qui, vers 1480, correspondait au loyer annuel d'une maison. Pendant longtemps, les commanditaires ont essayé de rémunérer les peintres au mètre carré, jusqu'au jour où ceux-ci se sont rebellés en disant
Écoutez, nous sommes des artistes, pas question d'être rémunérés à la tâche, nous voulons être payés en fonction de la qualité de nos œuvres. Il faisait référence à la qualité artisanale qui est clairement perceptible. On voit d'emblée si une peinture est réussie ou pas. À cela peut s'ajouter en extra un élément qui retient l'attention, par exemple dans la composition d'une œuvre, apportant une qualité supplémentaire que l'on ne trouve peut-être pas chez d'autres artistes. Et c'est cela qui détermine le prix d'une œuvre. Les artistes qui avaient acquis savoir-faire et notoriété, Michel-Ange en était le meilleur exemple, pouvaient exiger des rémunérations bien supérieures. Botticelli évoluait encore dans la catégorie des artisans d'art et était payé en conséquence. Mais au fil des ans, après avoir travaillé dans la chapelle Sixtine à Rome, il pouvait s'attendre à être mieux rétribué. Et il l'a sans doute été, sinon il n'aurait pas pu s'acheter de biens immobiliers. À l'apogée de sa carrière, Botticelli est célibataire et sans enfant. Sa notoriété est telle que le pape Sixte IV l'appelle à Rome en 1481 pour décorer la chapelle Sixtine. Il y restera 1 an. Au sein d'une équipe de 5 peintres, il réalise 3 fresques dans la chapelle. Ces fresques illustrent notamment des scènes de la vie de Moïse. 30 ans plus tard, Michel-Ange décorera à son tour la célèbre chapelle. Les musées nationaux de Berlin possèdent un autre trésor de Botticelli, rarement présenté au public. Une série de 85 dessins sur parchemin, réalisés à la demande des Médicis, illustrant la Divine Comédie de Dante. On reconnaît ici le personnage de Gérion. Visiblement, il n'a pas été tout à fait terminé. En effet, c'est passionnant. L'ensemble du parchemin a été colorisé, sauf le personnage de Gérion. Ce dessin permet de bien visualiser la technique narrative de Botticelli, sa manière de conduire le spectateur d'une étape à l'autre grâce à Dante et Virgile, que l'on voit ici regardant dans la fosse des damnés. Ce qui est très joli, ce sont les diables aux couleurs vives qui tranchent avec les âmes incolores de l'enfer. Regardez, ils ont une personnalité très marquée avec leurs pattes griffues. Ce sont de véritables monstres. Ils ont des têtes très différentes aussi, et des caractères très distincts. C'est vrai. Là, c'est très intéressant aussi. En haut, on reconnaît notamment les ruffians et les séducteurs. Et en bas, les flatteurs et les prostituées qui doivent expier leurs péchés dans un lac empli d'excréments. À mesure que Dante approche, on le voit se couvrir le visage d'une main à cause de la puanteur qui se dégage de la fosse des damnés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les parchemins de Botticelli ont été entreposés en différents lieux. Le paradis s'est retrouvé à Berlin-Est, tandis que l'enfer a été conservé à Berlin-Ouest. Depuis la chute du mur, enfer et paradis sont à nouveau réunis. Les vicissitudes de l'histoire allemande ont aussi influencé le destin d'une autre œuvre majeure de Botticelli. Pendant la guerre, au début des raids aériens sur Berlin, bon nombre de toiles de grande valeur ont été mises à l'abri dans un bunker situé dans le quartier de Friedrichshain. Parmi elles, la Vierge à l'enfant entourée d'anges, grand tableau en tonne d'eau réalisé dans l'atelier de Botticelli. Pourquoi ne reste-t-il plus aujourd'hui qu'un négatif sur verre en noir et blanc ? Dans les dépôts de la Gemäldegalerie, des centaines de cadres ont été entreposés, notamment celui de la Vierge à l'enfant, mise à l'abri dans un bunker. Si le cadre original a été sauvegardé, qu'est-il advenu du tableau ?
Il est probable malheureusement que les toiles qui se trouvaient dans le bunker ont disparu. Difficile de reconstituer entièrement les faits, toujours est-il qu'à la fin de la guerre, le bunker a subi plusieurs incendies et à quelques exceptions près, on n'a retrouvé aucun tableau. Cela tient presque du miracle que quelques feuillets destinés à illustrer la Divine Comédie aient survécu aux aléas de l'histoire. Ils présentent la particularité d'être réalisés sur parchemin. En tenant le parchemin face à la lumière, on distingue le texte en transparence. Botticelli a signé un seul de ces précieux feuillets. On ne connaît aujourd'hui que 2 signatures de Botticelli. L'une d'elles se trouve sur l'illustration du chant 28 du Paradis. Dans la rangée du bas, on voit un ange qui tient une petite carte où est écrit Sandro di Mariano. C'est le nom de Botticelli. C'est tout à fait remarquable, car il ne signe pas le tableau en artiste fier de son œuvre. Au contraire, il dessine un ange tenant une petite carte en guise de prière en sa faveur. Il s'agit là d'un geste d'humilité pour qu'on se souvienne de lui à l'avenir. L'avenir ? Botticelli pouvait-il s'imaginer qu'il tomberait dans l'oubli pendant plusieurs siècles ? Avec l'avènement du baroque, la peinture de Botticelli n'est plus au goût du jour. Dans les églises, les anciens retables sont remplacés par de nouveaux. La naissance de Vénus et le printemps sont relégués dans les dépôts. Le maître de la Renaissance est peu à peu délaissé. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que de jeunes artistes anglais et français redécouvrent son œuvre. Au XIXe siècle, le voyage en Italie faisait partie intégrante de l'éducation artistique. On recommandait aux peintres qui avaient reçu un enseignement académique d'aller en Italie pour continuer à se former en étudiant avant tout les œuvres de l'Antiquité, mais aussi celles de la Haute Renaissance. En 1858, les peintres Edgar Degas et Gustave Moreau décident de partir pour Florence étudier la peinture italienne. Comme les guides de voyage ne s'étendent pas sur le sujet, ils ne savent pas vraiment ce qui les attend sur place dans les musées. Les 2 peintres ont eu de belles surprises en entrant dans les musées et en voyant les œuvres pour la toute première fois. À un moment, Gustave Moreau a quitté Florence quelque temps pour visiter d'autres villes d'Italie. Edgar Degas lui a alors écrit une lettre racontant qu'il est allé à l'Académie des Beaux-Arts où il a découvert un Botticelli tout à fait remarquable. C'est une allégorie. J'aime mieux ne vous en rien dire et vous mettre l'eau à la bouche. Edgar Degas réalise une esquisse de Vénus que Gustave Moreau met en couleur. Léon Lagrange, rédacteur de la Gazette des Beaux-Arts, le plus important magazine d'art de l'époque, recommande chaudement à ses lecteurs de se rendre à Florence. Qui connaît Botticelli en France? Des madones, toujours des madones. Mais allez à Florence, la naissance de Vénus vous arrêtera. Effectivement, le musée du Louvre possédait surtout des madones de Botticelli. Le peintre du Quattrocento passait pour un artiste de province. Paris lui préférait Raphaël, Michel-Ange et Léonard de Vinci. Au milieu du XIXe siècle, Botticelli était encore méconnu en France, à tel point que certaines de ses toiles étaient attribuées à l'école allemande.
En 1882, le musée du Louvre a acheté en Italie ces 2 fresques du peintre pour compléter sa collection. Elles ont été décollées du mur d'une villa florentine, ce qui explique leur mauvais état de conservation. Blake Lerat, spécialiste du street art, se passionne pour Botticelli depuis sa jeunesse. Il expose dans de nombreux musées à travers le monde, notamment aux États-Unis. Il est fasciné en particulier par Judith, personnage de l'Ancien Testament. Je me souviens avoir vu dans une pizzeria à Paris, quand j'avais peut-être 14-15 ans, hein, j'étais très jeune, sa Vénus, et je trouvais ça magnifique. C'est des images extrêmement modernes, je trouve. Ces personnages, Simonetta, cette femme qu'il a représentée toute sa vie, il en a fait un canon de la beauté. Le retour de Judith à Béthulie, une tempéra sur bois, est une œuvre de jeunesse du peintre. Elle illustre le talent avec lequel il réinterprète les figures féminines. Sous son trait, elles apparaissent indépendantes, actives et dominantes. Blake Lerat a réalisé de nombreuses variantes de Judith. En fait, Judith, c'était une jeune fille très jolie, très intelligente, qui vivait dans un village à la frontière entre la Syrie et Israël. Donc, Holoferne était un général envoyé par Nabuchodonosor. Et en fait, Nabuchodonosor, c'est l'Irak actuel. Donc, Nabuchodonosor envahissait tous les territoires, donc jusqu'à Israël. Et Holoferne, qui avait assiégé le village dans lequel Judith vivait, donc Judith a séduit Holoferne, le général de ça, et lui a donné rendez-vous et lui a coupé la tête. Pour pouvoir sauver Israël, en fait. Donc c'est pour cette raison que je travaille sur Judith aussi. C'est pas flagrant, hein, les gens ne le verront pas. Si les gens ne connaissent pas l'histoire réelle de Judith, c'est simplement une très belle femme qui tient un sabre dans la main. Mais si on étudie l'histoire de cette femme, c'est incroyable. Une autre tempéra sur bois, la découverte du cadavre d'Holoferne, forme avec le retour de Judith un diptyque, mettant en scène de manière dramatique l'assassinat d'Holoferne. Botticelli, le peintre des portraits un peu doucereux de Madone, fait ici preuve d'une immense dureté qui confine à la cruauté. La découverte du cadavre d'Holoferne, exposé aux offices, présente la scène sous un jour cru. Le cou tranché est orienté en face du spectateur, de manière à ce qu'on voit bien l'intérieur du moignon. On distingue même l'œsophage et la trachée. C'est assez dérangeant pour le spectateur. Par la suite, Botticelli, ou ses assistants, nul ne le sait, peint une série de toiles illustrant une nouvelle du Décaméron de Boccace. Une jeune femme qui s'est refusée à un chevalier est poursuivie par celui-ci et par une meute de chiens. Elle finit par tomber à terre. Puis, le chevalier lui arrache le cœur et le donne à manger aux chiens. Ces tableaux ont été offerts comme cadeau de mariage de Laurent le Magnifique à son neveu. L'histoire ne dit pas s'ils ont séduit la jeune épouse. Les dernières années de la vie de Botticelli sont assombries par des troubles politiques et religieux. Le prédicateur Jérôme Savonarole étend son pouvoir sur Florence et prêche contre la corruption morale de l'Église. Pour ce moine dominicain qui prône un ascétisme strict, Florence est la ville de la décadence morale. Il exhorte les citoyens à se détourner de toute forme de prodigalité et de luxe. En 1497, il fait élever le bûcher des vanités,
où sont brûlés notamment bijoux et œuvres d'art. Botticelli continue à diriger son atelier tout en suivant les prêches des disciples du moine. Peu à peu, son style évolue. Il peint des motifs religieux où les visages expriment la douleur et l'effroi. On raconte que Botticelli aurait lui-même apporté quelques-unes de ses toiles pour les brûler sur le bûcher, celles où figuraient des déesses nues. Il faut aussi tenir compte du fait que le fanatisme religieux ne s'est pas emparé d'un coup de toute la ville de Florence. Des voix se sont élevées pour couvrir de sarcasme les fanatiques, au sujet notamment du fameux bûcher. Les opposants de Savonarola ont apporté des cadavres de chats pour les jeter aux flammes dans le but de souiller le feu purificateur. On a parfois dit de Botticelli qu'il aurait eu de la sympathie pour les disciples de Savonarola, mais ça n'a pas été prouvé. Certains de ses proches étaient les partisans du moine, mais certainement pas Botticelli. Dernière visite à l'église Onissanti, où a été inhumé Botticelli en 1510, dans le quartier où il a grandi. Il voulait être enterré en un lieu simple, en un lieu humble. Et c'est cette humilité qui fait de sa sépulture un trésor caché. Nombreux sont les artistes morts dans la solitude et la pauvreté. Sandro Botticelli n'est pas de cela. À la fin de sa vie, il vit dans l'opulence et laisse à ses assistants le soin de manier les pinceaux. Il s'éteint à l'âge de 65 ans. Ses représentations de femmes l'ont ancré dans la mémoire de l'humanité. Et ses œuvres sont autant d'invitations à revivre l'âge d'or de la Renaissance.